Bonjour à tous, bienvenue à la présentation des résultats 2008 du groupe AXA. Les résultats seront présentés par Henri Decastres, président du directoire, et Denis Duverne, membre du directoire en charge des finances, du contrôle et de la stratégie, sont également présents pour la session de questions-réponses à l'issue de la présentation. Claude Brunet, en charge des opérations transversales, marketing, communication et ressources humaines, Freddy Bouquert, directeur général de la région Europe du Nord, centrale et de l'Est, et François Pierson, président d'AXA France. Et je laisse la parole à Henri Decastres. Bonjour à tous. Je vais essayer de vous parler de façon aussi synthétique que possible des résultats de l'exercice 2008. Exercice, comme vient de le dire Emmanuel, qu'on va se partager avec Denis et ensuite on répondra aux questions. Je pense que vous en aurez un certain nombre. Alors, Voilà. Comment s'est présenté l'exercice 2008 ? C'est un exercice dont vous savez tous qu'il a été affecté par une tempête financière qui est une tempête sans précédent. On vous remontrera quelques chiffres dans un instant. Et dans cette tempête qui est une tempête sans précédent, AXA a bien sûr été affecté, mais AXA a résisté. Pourquoi est-ce qu'AXA a résisté ? Si vous regardez le résultat dans son ensemble, le résultat opérationnel du groupe, ce que nous contrôlons vraiment au quotidien, ce résultat opérationnel a reculé, mais il a reculé pour se situer à un niveau qui est celui de 2006, qui était la deuxième meilleure année historique du groupe sur le plan opérationnel. Donc on a un recul du résultat opérationnel de 17%, mais un maintien de ce résultat à un niveau qui est un niveau historiquement élevé, plus de 4 milliards d'euros, ce qui signifie que même s'il y a eu une tempête, les métiers ont résisté. Alors, évidemment, cette évolution est contrastée selon les métiers. Vous allez voir tout à l'heure qu'en assurance dommage, nous avons fait une année absolument record, que dans les métiers qui sont davantage impactés par les marchés financiers, comme l'assurance vie et la gestion d'actifs, là, le résultat recule dans des proportions qui ne sont pas négligeables, mais reste bénéficiaire. Sur le plan opérationnel, l'ensemble des métiers du groupe est bénéficiaire sur l'exercice 2008. Le résultat net, lui, résultat net final, il baisse dans des proportions plus importantes, puisqu'il baisse d'à peu près 80%. Il baisse parce que le résultat opérationnel baisse, parce que les plus et moins-values que nous avons pu réaliser sont moins importantes que l'année précédente et que nous avons été obligés, dans le résultat courant, de prendre un certain nombre de dépréciations sur actifs. Et puis parce que, entre le résultat courant et le résultat net, nous avons été affectés par la mise en valeur de marché d'un certain nombre de titres qui sont des titres de bonne qualité, sur lesquels nous n'avons pas d'inquiétude, mais les normes IFRS nous conduisent à prendre des provisions que nous considérons comme des provisions comptables beaucoup plus qu'économiques. D'ailleurs, si on retraitait le résultat net de ces provisions, eh bien, il serait de l'ordre de 2,8 milliards d'euros. Donc, vous voyez, là aussi en recul, mais en recul beaucoup moins prononcé. Donc, au total, une année dans laquelle le résultat souffre, mais le groupe reste bénéficiaire et son modèle opérationnel d'assurance dommage, d'assurance vie, de gestion d'actifs reste un modèle opérationnel qui fonctionne, même si nous sommes impactés par l'évolution des marchés financiers. Alors, bien sûr, nous avons dans cet exercice pris les mesures nécessaires pour protéger notre profitabilité en changeant les modalités de tarification d'un certain nombre de produits, en procédant à des mesures d'économie dans un certain nombre de secteurs et en dérisquant notre bilan par un certain nombre de mesures de couverture. Nous restons confiants face à 2009, même si la situation économique reste difficile et même si la visibilité sur cette situation économique est réduite. Pourquoi est-ce que nous restons confiants ? Parce que le bilan est solide. Le ratio de solvabilité que l'on va vous montrer est un ratio de solvabilité qui, certes, a baissé, mais les ratios de solvabilité, c'est fait pour fluctuer en fonction de la conjoncture. On partait d'un niveau très élevé. On est aujourd'hui à un niveau qui est plus faible qu'au début de l'exercice 2008. Ça n'est pas une surprise. Il reste très au-dessus de ce que sont les exigences réglementaires. Donc nous n'avons pas d'inquiétude là-dessus. C'est le premier élément. Le bilan reste fort. Deuxième élément,
le modèle d'exploitation du groupe reste un modèle dans lequel nous gagnons des clients tous les jours. Nous avons en 2008 continué de gagner des parts de marché et nous pensons que nous continuerons en 2009. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail, d'abord l'environnement. On a essayé de vous résumer sur ce graphique, sur cette espèce d'écran radar, au fond, ce qui s'est passé en 2009 sur un plan financier et qui affecte les métiers de gestion d'actifs et d'assurance vie. En matière boursière, on a enregistré en 2008 les pires performances depuis 183 ans. Alors j'imagine que c'est parce que l'indice existe depuis 183 ans. Il y a eu 2 très mauvaises années, chez 1931 et 2008. Donc vous voyez, on est à l'extrémité gauche du premier graphique. Deuxièmement, la volatilité. La volatilité sur les marchés, elle a battu ses records historiques. Ce graphe, c'est l'Himalaya de la volatilité. Le pic a évidemment été historiquement dépassé dans la dernière partie de l'année dernière. Les spreads de crédit, c'est-à-dire l'écart entre les taux sans risque et ce que payent les entreprises qui s'endettent sur les marchés pour financer leurs projets de développement, les spreads de crédit sont eux aussi à des niveaux records. C'est d'ailleurs ce qui génère un certain nombre de provisions comptables. C'est-à-dire que même si la dette est de bonne qualité, même si l'entreprise paye ses échéances, les spreads sont à des niveaux très élevés. C'est-à-dire que si on veut vendre le titre que l'on détient sur le marché, on le vend à un prix très inférieur à son nominal, même si l'entreprise ne fait pas défaut. Les taux sans risque, eux, sont à leur niveau le plus bas depuis 10 ans. Donc, grosso modo, une bonne partie des indicateurs financiers sont soit très négatifs, soit à des niveaux qui sont des niveaux qui montrent un dérèglement très profond. Toutes les entreprises financières en ont été affectées, plus ou moins sévèrement. Alors, quel est l'impact sur nous ? Nous avons bien résisté, mais nous avons aussi, dans un certain nombre de nos secteurs d'activité, souffert ou enregistré des évolutions qui ne sont pas des évolutions positives, sans que ceci remette en cause la solidité du navire. Où se situent les impacts sur AXA ? Le niveau de volatilité extrême des marchés actions, il a eu un impact très significatif sur nos activités américaines. Aux États-Unis, nous vendons des produits d'assurance vie avec des garanties pour nos clients. Nous pensons que ces produits sont des bons produits sur le long terme, que ce qui s'est passé en 2008 est au fond un peu une situation historiquement exceptionnelle. Ça a eu un impact sur le coût des couvertures que nous prenons pour ces variable annuities. Et là-dessus, le résultat américain se trouve très lourdement impacté. La deuxième chose, c'est que la chute des marchés actions a un impact sur les actifs que nous gérons. Nous sommes un des principaux gestionnaires d'actifs mondiaux. Nous vendons aussi des produits d'assurance qui sont investis en actions en dehors des variable annuities. La baisse de valeur de ces actifs fait que les commissions que nous percevons dessus sont des commissions qui sont aujourd'hui plus faibles qu'elles ne l'étaient il y a 1 an, il y a 2 ans. Donc c'est la deuxième manière dont nous sommes affectés. Troisième manière dont nous sommes affectés, j'en ai dit un mot il y a quelques instants, c'est l'élargissement des spreads de crédit qui a un impact négatif sur le résultat net parce qu'on est obligé de mettre en valeur de marché les obligations corporate. Il y a probablement là-dedans quelque chose qui est pour l'essentiel assez largement artificiel et qui se corrigera dans le temps, mais les normes sont les normes, on les applique. Ça conduit d'ailleurs, mais ça c'est un sujet qui n'est pas propre à AXA, à avoir une vraie réflexion sur le caractère totalement procyclique d'un certain nombre de normes qui ont été mises en place. Sur les résultats, pour revenir un petit peu dessus, le chiffre d'affaires d'abord, parce que si une entreprise existe, c'est pour rendre des services à ses clients, pour leur vendre des produits. Et la première manière de mesurer la santé d'une entreprise, dans le long terme, c'est de regarder si elle est capable de gagner des clients ou si, à la première crise, elle en perd. Le chiffre d'affaires, il résiste bien. Il est en très léger recul par rapport à l'exercice précédent. Il est en fait en progression en assurance dommage et en légère dégression sur les autres métiers parce que les affaires nouvelles ont été un peu plus difficiles à faire en assurance vie. Mais quand on compare notre chiffre d'affaires par rapport à celui de l'ensemble du secteur, ce que nous constatons, c'est que nous avons maintenu ou gagné des parts de marché sur l'ensemble des marchés sur lesquels nous opérons. Ça, c'est quelque chose qui me semble très important parce que dans cette crise, il y a des gens qui vont souffrir mais résister et il y a des gens qui vont décrocher. Nous faisons partie des gens qui ont certes souffert mais qui résistent plutôt mieux que d'autres.
Si vous regardez par exemple l'assurance dommage, nous avons enregistré sur l'ensemble du groupe l'année dernière plus d'1 million de nouveaux contrats. Je ne pense pas que tout le monde soit dans une situation de ce type, et ceci résulte à la fois de la qualité des produits et de l'efficacité du modèle opérationnel, qui est un modèle de multidistribution globale. Résultat opérationnel, j'en ai dit un mot, à 4 milliards d'euros, il est dans le haut de la fourchette que nous avions annoncée au mois de novembre de l'année dernière. On avait dit qu'on serait dans une zone de 3,6 à 4, il est légèrement au-dessus. Il est au niveau de ce qu'il était en 2006. Alors évidemment, la composition est un peu différente. L'assurance dommage est à un niveau sensiblement plus élevé. L'assurance vie a reculé pour les raisons que j'ai évoquées. Robustesse du bilan. Nous avons 6 milliards d'euros d'excédent de capital par rapport à ce que sont les normes réglementaires. Et là-dessus, je crois qu'il faut que les gens se détendent. Il y a une espèce de frénésie quand on regarde les institutions financières sur le thème leur solvabilité, leur solvabilité, leur solvabilité. La solvabilité, c'est le capital qu'on met en représentation ou en contrepartie du droit de faire des affaires. C'est quelque chose qui est déterminé par les régulateurs. C'est en quelque sorte le permis de conduire. Eh bien, nous avons un permis de conduire valide avec un excédent notable de points. Voilà. Donc, nous sommes là-dessus, je dirais, relativement détendus, d'autant que, même si la situation se dégradait, nous avons un certain nombre de lignes de défense, et nous allons vous parler d'une ligne de défense supplémentaire que nous utiliserons le cas échéant si d'aventure nous en avions besoin. Mais là-dessus, nous sommes assez sereins. Dernier élément, le dividende. Alors, nous réduisons notre dividende. Pas de gaieté de cœur, mais nous réduisons notre dividende de façon sensible. Il était d'1,20 € l'année dernière, il est de 40 centimes cette année. Nous réduisons notre dividende parce que le résultat courant a reculé, que le résultat net, lui aussi, a reculé dans des proportions qui sont significatives. Et nous voulons, dans des périodes qui sont des périodes de grande volatilité et d'incertitude, au fond, défendre la solidité de nos bilans, rémunérer les actionnaires de façon raisonnable, leur donner un signe de confiance dans l'avenir, mais avoir une attitude qui est une attitude au total prudente. Pour revenir un tout petit peu plus dans le détail sur l'environnement, si vous regardez le chiffre d'affaires par activité, il reflète ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une progression en assurance dommage, une légère décroissance en assurance vie, une décroissance un petit peu plus prononcée en gestion d'actifs, parce que là, les commissions ont subi de façon très directe l'impact de la baisse des marchés. Si on regarde le chiffre d'affaires géographiquement, là, on constate de façon extrêmement pratique ce qu'est la vertu d'un modèle géographiquement diversifié. Parce qu'au fond, en Asie-Pacifique, la croissance est toujours positive. En Europe continentale, le chiffre d'affaires est stable, avec une bonne performance en Europe de l'Est et dans les pays de la zone Méditerranée. Et aux États-Unis et au Royaume-Uni, en revanche, la situation a été plus difficile. Mais on voit bien, quand on regarde ça, que la diversification permet d'amortir les chocs. Résultat opérationnel, j'en ai parlé. Je voudrais revenir un instant sur le ratio combiné en assurance dommage. Je vous rappelle qu'en 2000, le ratio combiné en assurance dommage, il était à plus de 114. C'est-à-dire que quand nous encaissions 100 de primes, nous payions 114 de frais généraux et de sinistres. Donc la profitabilité technique du groupe n'était pas optimale, pour employer un euphémisme. Aujourd'hui, eh bien, les plus-values financières ne sont peut-être pas ce qu'elles étaient au moment de l'exubérance de 2000, mais les résultats techniques, eux, sont extrêmement solides, puisque ce ratio est à 95,5. C'est le meilleur ratio historique que le groupe ait atteint. Ça vient à la fois d'une profitabilité satisfaisante sur les affaires de l'année et du fait que, traditionnellement, nous avons des provisions qui sont des provisions conservatrices et que nous pouvons ensuite dégager progressivement au fil du temps. Géographiquement, quand on regarde la répartition du résultat opérationnel, là aussi, vous voyez les vertus du modèle de diversification. Nous avons un endroit qui s'est avéré particulièrement difficile en 2008, ce sont les États-Unis. Aux États-Unis, pour la première fois depuis 1991, nous perdons de l'argent. Pourquoi est-ce que nous perdons de l'argent aux États-Unis? Ça ne veut pas dire du tout que la société, d'un seul coup, s'est mise à fonctionner très mal. Au contraire, nous avons maintenu nos parts de marché. Les produits que nous vendons restent des produits de bonne qualité. L'équipe que nous avons est reconnue comme étant une équipe extrêmement compétente aux États-Unis. Mais
le coût des couvertures que nous prenons pour offrir à nos clients des garanties, ce coût des couvertures a explosé en 2008 du fait de la volatilité et nous en portons les traces. Ailleurs, le résultat évolue en général dans le bon sens. On peut notamment souligner une excellente performance de la France, qui a extrêmement bien résisté dans cette tempête, puisque son résultat augmente de 35%, et une excellente performance de la région Méditerranée et Amérique latine, dont le résultat a progressé de pratiquement plus de 50%. Donc là aussi, vous voyez, diversification veut dire résistance au choc. Résultat courant, résultat net et dividende, j'en ai déjà dit un mot. Le résultat courant, c'est le résultat opérationnel auquel s'ajoutent les plus et moins values réalisées et les dépréciations d'actifs durables que l'on doit prendre. Ce résultat courant, il est dans la ligne des attentes à 3,7 milliards. Le résultat net est plus faible pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et là-dessus, encore une fois, je souligne l'impact de ces normes comptables qui conduisent à prendre des dépréciations sur des titres qui restent des titres de bonne qualité, qui conduisent aussi d'ailleurs à raccourcir l'horizon de gestion d'institutions comme les nôtres. Et ça, c'est un point de fond qu'il faut souligner. Vous verrez tout à l'heure dans ce que vous dira Denis Duverne que le portefeuille d'actions du groupe, qui était d'une trentaine de milliards d'euros au début de l'exercice 2008, n'est plus aujourd'hui que de quelque chose qui est de l'ordre de 7 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce que pour éviter une volatilité trop forte du résultat, due à l'impact des normes comptables, tous les grands institutionnels réduisent leurs expositions actions. Il ne faut pas ensuite s'étonner qu'on constate sur les marchés actions une déprime et une volatilité comme celle que nous constatons aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que nous faisons ça ? Parce que les normes comptables poussent à une mesure immédiate. Si vous achetez une action le 1er janvier et que le 30 juin, elle a baissé de valeur, vous êtes obligé de l'approvisionner, même si c'est quelque chose que, logiquement, vous devez garder pour 30 ans sur vos livres. Et dont vous savez qu'au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça vaudra plus. Donc, il y a un sujet de procyclicalité des normes qui est un des facteurs qui contribuent à la crise actuelle et au manque de stabilité des marchés financiers. Le reste, j'en ai parlé, du dividende. Pour revenir sur l'environnement général, et je dirais sur le thème « Pendant la crise, les affaires et le métier continuent ». Nous avons, comme je le disais tout à l'heure, gagné des clients en 2008, plus d'1 million de nouveaux contrats en assurance dommages. En assurance vie, même si les résultats ont reculé, la collecte nette reste très fortement positive. Nous avons engrangé 8 milliards d'euros nets de cash flow en 2008. C'est-à-dire que nous avons, par le gain de nouveaux clients, un flux net de 8 milliards d'euros sur l'assurance vie en 2008. Ça n'est pas une performance négligeable. Nous avons continué de renforcer nos compétences. Comme toujours, vous savez que nous avons une politique très active de promotion rapide des gens qui réussissent à l'intérieur d'AXA et d'attraction sur AXA de gens dont nous pensons qu'ils peuvent venir notablement renforcer les équipes. 3 exemples très, très symboliques. Premièrement, Peter Krause, qui est maintenant le patron d'AllianceBernstein aux États-Unis, qui est quelqu'un qui est un spécialiste reconnu de l'asset management, qui a été un des dirigeants de Goldman Sachs et qui a décidé de rejoindre le groupe pour prendre la direction des opérations de gestion d'actifs aux États-Unis. Nous en sommes très contents. Deuxième élément, Mike Bishop, qui a maintenant la responsabilité des affaires d'assurance vie dans l'Asie du Sud-Est, qui auparavant était chez Prudential. Troisième élément, là encore, l'attraction sur AXA d'Eric Chaney, qui était le chief economist de Morgan Stanley et qui est maintenant chez nous. Donc, dans une période dans laquelle certains apparaissent plus solides ou plus attractifs que d'autres, un certain nombre de gens de très très grande qualité viennent nous rejoindre parce qu'ils ont le sentiment que, à juste titre à mon avis, nous participerons à la consolidation du secteur dans les années qui viennent. Nous avons continué de recruter des distributeurs, ce qui prouve bien que nous avons confiance dans le long terme de notre métier. On a recruté plus de 5000 distributeurs en 2008 sur l'ensemble de nos activités pour développer notre présence commerciale. Et nous avons poursuivi nos programmes d'investissement dans la formation, dans la mobilité, dans la promotion des talents, parce que nous pensons que certes, il faut prendre un certain nombre de mesures pour se protéger de la crise, mais qu'il ne faut pas, dans ces périodes, sacrifier le long terme. 2 éléments qui me semblent importants pour, je dirais, quasiment terminer.
Dans ces périodes de grande incertitude, parfois d'inquiétude, deux choses comptent avant tout pour maintenir le fonds de commerce de l'entreprise dans le long terme. C'est la confiance de ses clients et c'est l'engagement de ses collaborateurs. Et là-dessus, à notre très grande satisfaction, vous savez que nous faisons tous les ans des enquêtes annuelles extrêmement approfondies. Sur ces deux enquêtes, nous avons très significativement progressé en 2008. La satisfaction des clients, nous avons gagné 2 points. Et l'engagement des collaborateurs, nous en avons gagné 4. Ça n'est pas quelque chose que nous attendions à ce niveau-là. Et le fait d'avoir des clients qui nous sont fidèles et des collaborateurs qui, malgré la crise, je dirais, renforcent leurs efforts pour maintenir la stabilité et la croissance du groupe, c'est quelque chose qu'il me semble important de souligner au-delà de la volatilité, des turbulences quotidiennes et des inquiétudes que les uns et les autres peuvent avoir. Donc voilà où nous en sommes. Je vais demander à Denis de couvrir les choses un tout petit peu plus dans le détail maintenant. Merci Henri. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais donc poursuivre cette présentation. D'abord, une brève synthèse, mais vous l'avez déjà entendu. Bonne tenue du résultat opérationnel à 4 milliards d'euros, dans le haut de la fourchette des prévisions. Résultat courant impacté par des provisions pour dépréciation durable sur actions et obligations. Résultat net impacté par les effets de la mise en valeur de marché, principalement en raison de l'élargissement des spreads de crédit. Pour le bilan, des fonds propres à 37 milliards d'euros qui souffrent d'une diminution de 5 milliards d'euros des plus-values latentes, principalement sur actions. Et enfin, taux d'endettement sain et capacité de financement supplémentaire. Si je commence par l'analyse du résultat opérationnel, vous voyez donc un résultat contrasté dont Henri vous a déjà parlé. Vie épargne retraite en baisse de 43% à 1,5 milliard d'euros. Dommages en progression de 31% à 2,4 milliards. Gestion d'actifs stable, même 6% à change constant, et je vous expliquerai pourquoi. Assurance internationale en légère baisse de 21%. Et enfin, les banques à peu près stables et les holdings en diminution du fait essentiellement de l'augmentation de notre dette liée au financement des acquisitions que nous avons faites en 2008, c'est-à-dire la Russie et le Mexique pour l'essentiel, et puis la Turquie. Si je rentre plus dans le détail en ce qui concerne le résultat opérationnel en vie épargne retraite, ce tableau un peu compliqué explique comment nous gagnons de l'argent en assurance vie. Vous voyez sur la gauche, notre marge brute, elle est composée de 3 éléments. Des prélèvements sur le chiffre d'affaires qui sont élevés à 4 281 milliards d'euros en progression de 3% à base comparable. Ensuite, des prélèvements sur les actifs gérés à 5 52 milliards d'euros qui, du fait que les actifs gérés moyens à cause des unités de compte ont baissé, sont en baisse légère de 6%. Et puis, une marge technique qui correspond à la fois à la marge sur mortalité, morbidité et les rentes, et puis au résultat de la couverture de nos produits d'unité de compte principalement américains, est passé d'un résultat positif d'1,4 milliard en 2007 à un résultat négatif de 51 millions en 2008. Donc vous voyez que toute la baisse de notre marge brute est liée à ces problèmes sur la couverture des variable annuities, principalement aux États-Unis. Du côté des dépenses, vous voyez des frais d'acquisition à 3 185 millions d'euros en baisse de 4%, parce qu'on a des affaires nouvelles qui sont elles-mêmes en baisse. Des dépenses administratives de 3 678 millions d'euros en augmentation de 4%, parce que notre stock d'affaires en assurance vie a continué à progresser, du fait qu'on a eu un apport net positif. Des amortissements de valeur de portefeuille liés aux acquisitions passées de 440 millions d'euros en progression de 25%, ce qui donne un résultat opérationnel avant impôt de près de 2 milliards d'euros en baisse de 50%, un impôt de 314 millions d'euros en baisse de 70%, et donc, après intérêt minoritaire, un résultat opérationnel en baisse de 43%. Si on passe maintenant à l'assurance dommage,
Là, l'image est tout à fait différente, puisque, comme vous vous en souvenez, le résultat progresse de 31%. Là aussi, une explication sur la façon dont on fait ce résultat. Vous avez sur la gauche la première composante du résultat, qui est le résultat technique. Ce résultat technique, c'est le produit du chiffre d'affaires par le ratio combiné, ou plus exactement par l'inverse du ratio combiné. Donc le chiffre d'affaires a progressé de 3%, le ratio combiné a diminué à 95,5% de près de 2 points. Donc vous avez un résultat technique, et là vous voyez qu'il y a un effet de levier très important, qui progresse de 97% à un peu plus d'1,1 milliard d'euros. L'autre source de nos résultats en assurance dommages, c'est le résultat financier. Il correspond aux actifs moyens que nous avons en face de nos provisions, qui ont progressé de 4% à 54 milliards d'euros, multiplié par le rendement de ces actifs, qui en 2008 était en moyenne de 4,2%, progression de 8%, ce qui a donné des revenus financiers de 2,253 milliards d'euros en progression de 13%, donc un résultat opérationnel de 3,4 milliards en progression de 32%, avec l'impôt et les minoritaires, ça nous fait un résultat opérationnel de 2,4 milliards en progression de 31%. Si on regarde l'évolution de nos activités dommages dans les différentes régions du monde, vous vous apercevez qu'on a eu une croissance à peu près partout, un peu faible dans la région Europe du Nord, à cause du fait que la croissance économique a été faible dans ces pays-là qui ont une forte pénétration que sont l'Allemagne, la Belgique et la Suisse. Une progression assez forte en France, à 3,5% du chiffre d'affaires, avec un ratio combiné exceptionnel à 93%, en baisse de 4 points. Une progression du chiffre d'affaires forte dans la région Méditerranée et Amérique latine, puisqu'on a intégré le Mexique depuis le 1er juillet. Progression de 6,4% à base comparable. Donc ça montre qu'il y a des pays émergents dans cette région qui ont très bien performé en termes de croissance, avec là aussi un ratio combiné très bon à 93,3%. Pas de croissance au Royaume-Uni, avec un ratio combiné qui s'améliore parce qu'il n'y a pas eu le renouvellement des tempêtes et des inondations de 2007. Et vous voyez au total, donc chiffre d'affaires en progression de 2,9%, ratio combiné qui s'améliore d'1,9 point. Je vais passer maintenant à la gestion d'actifs, qui a été impactée par des conditions de marché défavorables. Alors là aussi, une explication technique sur la façon dont on forme notre résultat en gestion d'actifs. En gestion d'actifs, notre chiffre d'affaires, c'est le produit des commissions moyennes d'actifs sous gestion. Ces commissions moyennes, à 36 points de base, ont très légèrement baissé du fait que la proportion d'actions a baissé et que les commissions sont plus élevées sur les actions que sur les obligations. Les actifs moyens sous gestion de nos deux gestionnaires d'actifs à 970 milliards d'euros ont baissé de 8%. En fait, c'est les actifs moyens qui ont baissé de 8%, mais vous voyez qu'il y a une forte différence entre les actifs à l'ouverture de l'exercice, 1092 milliards d'euros, et les actifs à la clôture, 816 milliards d'euros. Donc, on va avoir encore un effet, un effet en 2009 de cette baisse des actifs. Donc, le produit des commissions de gestion par les actifs nous donne notre chiffre d'affaires de la gestion d'actifs qui a baissé de 11%. Si on passe à la page suivante, à ce chiffre d'affaires, il faut rajouter un chiffre d'affaires distribution, donc des commissions prélevées sur la distribution de nos produits de 448 millions d'euros qui ont, elles, baissé de 32%, puisqu'on a eu moins de ventes de nos services de gestion d'actifs en 2008, du fait de la crise. Un résultat financier de 15 millions d'euros, donc qui est peu significatif. En face, nous avons des dépenses, à la fois des dépenses pour la gestion des actifs de 2,3 milliards d'euros en baisse de 10%, et des dépenses de distribution qui sont en gros à peu près égales aux commissions qu'on prélève à la distribution, qui ont baissé de 23%. Ça nous donne un résultat opérationnel avant impôt de 1,175 milliard d'euros en baisse de 15%, mais notre charge d'impôt a elle-même baissé fortement
de 34% pour des raisons, des effets exceptionnels sur l'année 2008 qui ont été favorables, ce qui fait que le résultat opérationnel à change constant progresse de 6%, mais vous voyez que la tendance est tout de même négative du fait de la baisse des actifs gérés. Je vais maintenant passer au résultat courant. Donc, partant du résultat opérationnel de 4 milliards, d'un peu plus de 4 milliards d'euros, on a un résultat courant qui est en baisse de 39% à 3 milliards 700 millions d'euros. Les raisons de cette baisse, c'est d'abord et principalement des provisions nettes pour dépréciation d'actifs. Ces provisions, elles ont touché principalement les actions, où vous voyez que nous avons fait des provisions de près de 2 milliards 800 millions d'euros, provisions pour dépréciation durable des actions. Vous savez, mais je vais quand même vous le rappeler, que nous appliquons des règles assez rigoureuses et mécaniques pour les provisions pour dépréciation durable sur les actions. Il suffit que les actions, qu'un titre soit en baisse de 20% ou depuis plus de 6 mois pour que nous passions une provision pour dépréciation durable. Et je pense que si on regarde par rapport à nos concurrents, nous sommes parmi ceux qui appliquent la règle la plus rigoureuse. Sur les obligations, nous avons aussi fait des provisions pour dépréciation durable de 500 millions d'euros. Ces provisions ont été en partie compensées par nos stratégies de couverture de nos portefeuilles actions que nous avons mises en œuvre à la fois en local dans les entités d'assurance vie depuis 2007 et qui ont rapporté en 2008 301 millions d'euros, et au niveau de AXA SA, où nous avons mis en place en mai et juin 2008 un programme de macro-couverture portant sur 14 milliards d'euros qui a rapporté 1 milliard 335 millions d'euros. Donc, ces couvertures ont en partie compensé les provisions pour dépréciation d'actifs, mais cette couverture n'a pas été parfaite, en partie parce que le produit des couvertures est taxable, alors que les provisions ne sont pas toujours déductibles fiscalement. Je passe maintenant au résultat net. Henri vous en a parlé tout à l'heure. On a essayé de décomposer notre résultat net en deux éléments, parce que notre résultat net est très fortement en baisse à 923 millions d'euros, mais il y a une partie de ce résultat net qui ne nous paraît pas représenter une réalité économique durable. Donc, si on part des 3,7 milliards de résultats courants, on a un premier élément qui est la variation de juste valeur des asset-based securities, donc tous les produits structurés. Là, on considère qu'il est bien possible que cette dépréciation soit durable. Deuxième élément, la variation de juste valeur sur actions et investissements alternatifs pour 447 millions d'euros. Là aussi, il est possible que cette dépréciation soit durable. Donc, on arrive à un résultat économique de 2,8 milliards. Ensuite, les autres éléments, de quoi s'agit-il? Premièrement, pour 1,507 milliard d'euros, une variation de juste valeur provenant de l'impact des spreads de crédit sur nos portefeuilles d'obligations d'entreprise. Nos obligations corporate sont pour une part non négligeable classées dans une catégorie qu'on appelle AFS P&L ou Available for Sale par le compte de résultat, ou ce qu'on appelle aussi la Fair Value Option. Vous vous rappelez qu'en octobre, l'IASB a permis aux banques de reclasser leur portefeuille de trading en portefeuille de prêt. Il se trouve que les compagnies d'assurance n'ont pas cette catégorie trading parce qu'elles ne font pas de trading, donc elles avaient mis une partie de leur portefeuille obligataire dans cette Fair Value Option. Les compagnies d'assurance ont demandé la même chose à l'IASB. La réponse a été non. Donc nous avons une partie de notre portefeuille obligataire qui est dans cette catégorie Fair Value Option, et pour la simple raison de l'écartement des spreads de crédit, on doit passer 1,5 milliard dans notre compte de résultat. Le deuxième élément, c'est pour 222 millions d'euros, la variation de juste valeur d'instruments de couverture du bilan, c'est-à-dire qu'on a des produits dérivés qui couvrent des postes du bilan et qui ne qualifient pas pour la comptabilité de couverture. Donc on les prend en mark-to-market, même s'il y a une contrepartie positive dans le bilan. Et le troisième élément, c'est d'autres variations de juste valeur sur
des actifs et dérivés qui n'ont pas non plus de signification économique pour 144 millions d'euros. Donc ces trois paquets qui ramènent de 2,8 milliards à 923 millions d'euros, je dirais qu'on considère que ça ne représente pas une réalité économique pour le groupe, mais c'est un pur impact comptable. Maintenant, les fonds propres. Les fonds propres atteignaient 45,6 milliards à la fin de 2007 et ils sont ramenés à 37,4 milliards à la fin de 2008. Ils ont été impactés en positif par le résultat net, en négatif par le dividende payé en 2008 au titre de 2007, donc 2,473 milliards d'euros, en positif par notre plan d'actionnariat salarié et les exercices de stock options pour 711 millions d'euros, en négatif, et c'est le plus gros poste, à hauteur de 5 milliards d'euros par la variation des plus-values latentes, et en négatif également par des effets de change sur le bilan pour 2,275 milliards d'euros. Notre bilan est en euros. Il y a eu des variations de change dans le courant de l'année et il y a des effets de change parce qu'on n'arrive pas complètement à couvrir la totalité de notre bilan. Si on regarde le bas du tableau, je voudrais faire deux commentaires. D'abord, nous avons encore des plus-values latentes qui ne sont pas au bilan pour essentiellement l'immobilier et les prêts, mais enfin c'est essentiellement l'immobilier, qui se montent à 3,4 milliards d'euros, qui sont en progression par rapport à fin 2007. Deuxièmement, s'agissant des plus-values latentes du bilan, elles sont passées en net de 4,8 milliards fin 2007 à moins 400 millions fin 2008. Et là, on peut voir la bouteille à moitié pleine ou la bouteille à moitié vide. À moitié vide, on peut dire vous n'avez plus de plus-value latente dans le bilan. Vous êtes à moins 400 millions d'euros. La bouteille à moitié pleine, c'est deux choses. D'abord, il nous reste 500 millions d'euros de plus-value latente nette sur action. Et puis, nous avons ces plus-values latentes immobiliers qui sont hors bilan. Et surtout, si on se compare à un certain nombre de nos concurrents, quand on regarde notre bilan qui est quasiment entièrement en valeur de marché, on finit l'année 2008 sans moins-value latente. Il y a beaucoup de nos concurrents qui se retrouvent avec un stock important de moins-value latente. On a un bilan qui est propre, sans moins-value latente, au début de 2008. Sur le poste de 2,275 milliards d'euros qui est à droite, je voulais rajouter quelques commentaires. Il y a un effet de change que j'évoquais d'1,2 milliard. On a un effet aussi de l'augmentation du déficit de nos fonds de pension pour à peu près 700 millions d'euros. Et on a un effet sur qui concerne notre dette perpétuelle, qui est à la fois la charge d'intérêt sur cette dette et un effet de change sur cette dette également. Notre actif général au total est très stable, 394 milliards d'euros fin 2007, 390 milliards d'euros fin 2008. Les obligations représentent 77% de cet actif général, moitié en emprunt d'État, moitié en emprunt. Asset-based securities représentent 11 milliards d'euros, 1% environ au total. Ils ont été valorisés au 31 décembre 2008 pour 7,5 milliards à peu près en mark-to-model et plus en mark-to-market parce qu'il n'y avait plus de marché où les transactions de marché étaient tellement rares qu'elles étaient peu significatives. L'impact de ce passage de mark-to-market à mark-to-model représente à peu près 2 milliards d'euros qui, si on avait fait du mark-to-market et qu'on avait considéré que c'était plus significatif que le mark-to-model, aurait représenté à peu près 700 millions en fonds propres et 200 millions en résultat. La trésorerie du groupe est passée de 19 milliards à 32 milliards d'euros. Les actions sont passées de 37 milliards à 17 milliards, donc ne représentent plus que 4% du bilan. Henri vous a mentionné tout à l'heure le chiffre de 7 milliards. Ce chiffre de 7 milliards correspond à ce qui reste au risque de l'actionnaire. Puisque nous avons encore des couvertures qui sont en place localement
il y a des portefeuilles actions qui sont, je dirais, dans des sociétés où il y a une part des minoritaires. Donc, ce qui reste en portefeuille d'actions à charge des actionnaires, ça n'est plus que 7 milliards d'euros sur un fonds général de 390 milliards. L'immobilier est stable, les alternatives sont stables et les prêts aux assurés sont stables. Donc, les trois éléments, c'est renforcement du poids des obligations, augmentation du cash, réduction du poids des actions dans le bilan du groupe. Si je passe maintenant à la solvabilité, dans la norme solvabilité 1, qui est celle qui est encore en application, notre solvabilité est à fin 2008, après paiement du dividende que nous allons payer au mois de mai, de 127%. Si on applique d'avance la norme solvabilité 2 en utilisant les critères de la dernière étude d'impact quantitatif dite QIS 4 qui avait été faite par les autorités communautaires à fin 2007, je vous rappelle qu'on était à fin 2007 à 170%, à fin 2008, on est au-dessus de 145%. Donc vous voyez que dans la norme solvabilité 2, notre solvabilité est, encore une fois, moins volatile que dans la norme solvabilité 1. Qu'est-ce qui peut se passer en 2008 ? Eh bien, notre résultat opérationnel au rythme de 2008, ce qui se passait en 2009, pardon, au rythme de 2008, notre résultat opérationnel peut augmenter de l'ordre de 18 points. Nous avons des sensibilités qui sont réduites par rapport à ce qu'elles pouvaient être avant. La sensibilité à une variation de 10% des marchés actions est de l'ordre de 3 points. 1% de défaut de crédit représente 3 points. 10% de variation de valeur de l'immobilier représente 6 points. Et 10% de variation de valeur du private equity représente à peu près 2 points. Si nécessaire, nous serons en mesure, après l'Assemblée générale, de mettre en œuvre des mesures complémentaires de gestion du capital, puisque nous soumettons à l'Assemblée générale l'autorisation d'émettre, si nécessaire, des actions de préférence pour augmenter la marge de manœuvre financière du groupe. Ces actions de préférence pourraient être proposées aux mutuelles AXA et ou aux actionnaires ou à d'autres investisseurs institutionnels ou au public pour un montant maximum tout compris, que ce soit mutuelle ou autres actionnaires, de 2 milliards d'euros. Le coût annuel estimé, enfin le dividende sur ces actions prioritaires, sur actions de préférence, pardon, serait de 1,2 à 1,8 fois le dividende sur les actions ordinaires, avec un plancher de 6 à 8% et un plafond de 10 à 14%, le taux qui serait proposé étant évidemment fixé lors de l'émission, si besoin se faisait sentir d'émettre des titres de cette nature. Je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à Henri de Castres. Bon, je vais conclure rapidement pour laisser de la place aux questions. Vous voyez que les résultats montrent quoi ? Je veux dire, une résistance sur les métiers dans une tempête qui est une tempête comme on n'en a jamais connue, un bilan qui est solide et devant nous, une incertitude économique qui est relativement forte, mais qui est ce qu'elle est et qui nous conduit donc à dire mais comment est-ce qu'on doit diriger le groupe dans cet environnement ? Ça nous semble difficile au quotidien, mais assez simple sur le fond. Il ne faut pas changer la stratégie. Le positionnement sur les métiers sur lesquels nous sommes est un bon positionnement. Il a montré sa résistance en 2008. Nous allons continuer. Nos métiers, c'est l'assurance dommage, l'assurance vie, la gestion d'actifs. On va continuer, et on va continuer sur les territoires sur lesquels nous sommes présents, en essayant de regarder comment continuer d'augmenter notre exposition aux pays émergents, et le cas échéant, en étant bien sûr raisonnable, prudent, etc., en bénéficiant ou en essayant de bénéficier d'un certain nombre d'opportunités qui ne vont pas manquer de se présenter, parce qu'il y aura un certain nombre d'acteurs qui auront besoin d'adossement ou qui seront contraints de vendre un certain nombre d'actifs. Mais on ne va pas changer le positionnement stratégique du groupe. Sur chacun des métiers du groupe, que ce soit la vie, que ce soit la gestion d'actifs ou que ce soit l'assurance dommage, au quotidien, qu'est-ce que nous essayons de faire ? D'améliorer l'offre produit.
il y a des produits dont il faut changer les prix, parce que dans des contextes de volatilité aussi forts, les garanties coûtent plus cher qu'avant à fabriquer. Donc il y a quelques produits sur lesquels il faut changer les prix. Il y a des produits qu'il faut mettre sur le marché parce qu'ils correspondent aux soucis des clients d'aujourd'hui, notamment d'ailleurs dans la recherche de garanties et simultanée de garanties et d'investissements à long terme. Il y a des besoins nouveaux à satisfaire, donc il faut rajeunir nos gammes de produits. Et il faut bien sûr, en termes de productivité, continuer d'essayer de faire des économies. Eh bien, nous allons faire cela, je dirais sereinement, malgré les turbulences extérieures. Et nous pouvons le faire encore une fois parce que le modèle est bon et parce que le bilan est solide. Bien sûr, les services financiers sont affectés, mais je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La qualité de ce qu'ils font, l'ampleur des besoins de la clientèle sont telles qu'à un moment ou à un autre, les choses se calmeront. Et nous voulons, nous, AXA, dans la ligne de ce que nous avons fait dans le cadre du programme Ambition 2012, être parmi ceux qui émergeront de cette crise comme étant les consolidateurs dans le métier. Nous pensons que nous sommes bien positionnés pour ça. Dit en un mot, nous ne sommes pas là pour nous plaindre, nous sommes là pour nous battre. Et nous allons nous battre. Voilà. Question. Oui, il y a une question au fond. Je crois que c'est... Oui. Bonjour, Anne de Guigné au Figaro. Je me demandais si vous pouviez revenir sur votre exposition obligataire, notamment sur les CDS. Oui, vas-y. Sur les CDS, elle est de l'ordre de 19 milliards d'euros de mémoire. Elle n'a pas changé fondamentalement et elle correspond au souhait du groupe lorsque... dans les années écoulées, de compléter notre exposition qui était très importante en bons du Trésor par une exposition plus importante aux obligations corporate. Donc cette exposition au CDS, elle s'est traduite par des mark-to-market négatifs qui sont reflétés dans le résultat net. Et je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Autre question ? Oui. Bonjour, Fabio Benedetti, Bloomberg. Sur le dossier AIG, vous aviez exprimé un possible intérêt début octobre. Depuis, les choses ont peut-être évolué. Donc, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, en particulier sur Alico, donc c'est les activités UK et Japon de AIG, puis aussi sur les autres activités en Asie de AIG qui sont en vente aujourd'hui. Et comment pourriez-vous éventuellement financer une opération s'il devait y en être une ? Vous savez qu'on ne commande jamais sur aucun dossier en particulier. Donc on ne va jamais commenter on ne va pas commenter sur un dossier particulier. Et ce que je vais me contenter de vous dire, c'est ce que je vous ai dit il y a 30 secondes, c'est-à-dire que nous restons vigilants sur ce que peuvent être les opportunités qui correspondent à ce que sont nos choix stratégiques. Voilà. Oui. Bonjour, Holger Arlich, Handelsblatt, Presse allemande. Plusieurs questions. Première question, votre dividende est en dessous le consensus. De plus, vous préparons une petite augmentation de capital dans le cas où. Est-ce que ça ne signifie pas au marché que AXA se prépare au pire, malgré l'affiche d'une confiance robuste? Deuxième question, les banques françaises sont massivement aidées par l'État, qui ont tous de filiales dans l'assurance dommage. Est-ce que vous constatez déjà une compétition faussée via cette push au capital? Et troisième question, il me manque de résultats de l'Allemagne sur l'assurance vie et dommages. J'ai juste le chiffre d'affaires, mais pas le résultat par pays. C'est quand même intéressant pour nous. Merci. D'accord. Ouais, sur la troisième question, on pourra vous donner le détail. Sur les deux autres, notre métier, c'est de gérer nos risques. Et c'est d'avoir une panoplie de mesures aussi large que possible, ce qui ne signifie pas qu'on les utilisera toutes. Quand vous vous assurez sur votre vie ou sur votre automobile, ça n'est pas parce que vous avez l'intention d'avoir un accident ou l'intention de mourir. Bon.
C'est parce que vous voulez, si ça vous arrive, que votre famille soit protégée, ou bien vous voulez pouvoir avoir les moyens de réparer votre voiture. Eh bien, figurez-vous que c'est la même chose pour l'entreprise. Oui, le dividende est plus faible que l'année dernière, mais le résultat est plus faible que l'année dernière. Et oui, nous voulons conserver une structure financière forte. Et dans cette période, ce que nous pensons, c'est que ce que les actionnaires nous demandent, c'est une rémunération raisonnable et réduite par rapport à l'année dernière, mais aussi de nous mettre dans une situation dans laquelle, je dirais, l'augmentation de capital défensif soit la dernière chose à laquelle nous ayons recours. Et c'est bien la configuration dans laquelle nous nous mettons. Voilà. Hein? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Sur la première question, non. Non. Alors, sur les banques, l'aide de l'État, etc. Bah, la première chose que je veux... Une chose, c'est que vous avez parlé d'augmentation de capital. Ce n'est pas une augmentation de capital. Justement, l'émission d'actions de préférence, c'est un instrument qui est hybride, dont on peut dire techniquement qu'il fait partie du capital, mais qui a un effet beaucoup moins dilutif qu'une augmentation de capital. Oui, insiste peut-être un peu là-dessus, parce que ça, je pense que techniquement, c'est important à comprendre. L'émission d'actions de préférence, bon, c'est des titres qui sont subordonnés par rapport à toutes les dettes, mais qui, en l'occurrence, sont seniors par rapport au reste du capital et qui touchent un dividende qui est prioritaire, mais qui est aussi plafonné. Donc, pour l'instant, on n'a pas dit qu'on allait les émettre. On demande à l'Assemblée générale l'autorisation de les émettre si le besoin se faisait sentir. On prend une assurance. Voilà. Alors, sur la question sur les banques, 2-3 points. D'abord, dans l'ensemble, les banques françaises, comme le montrent les résultats que 2 d'entre elles viennent de sortir, elles sont de manière générale dans une santé qui est plutôt meilleure que celle de beaucoup de banques, qui est même bien meilleure que celle de beaucoup de banques ailleurs dans le monde. Et ça, je pense qu'il faut s'en féliciter, malgré un choc qui est un choc sans équivalent. Deuxièmement, oui, l'État a mis à leur disposition un certain nombre de financements, mais pour faire des crédits supplémentaires. Bon, est-ce que nous voyons des distorsions de concurrence? Pas sur le marché français. Ce qui peut nous préoccuper davantage, c'est l'idée que dans un certain nombre d'autres endroits, et sur des sociétés qui sont des sociétés de banque assurance, voire des sociétés d'assurance tout court, les États mettent à la disposition des sociétés concernées des financements qui sont des financements très importants, qui peuvent, de temps en temps, conduire certaines de ces sociétés à avoir en assurance des politiques de pricing qui sont des politiques de pricing, je dirais, d'une agressivité injustifiée. C'est quelque chose sur lequel nous serons très vigilants. Parce que l'intervention des États, qui est évidemment quelque chose de souhaitable en période de crise très aiguë, parce que ça contribue à stabiliser le système, c'est un peu aussi comme l'intervention des pompiers, c'est-à-dire qu'on est content de les voir arriver quand il y a le feu à la maison parce qu'ils éteignent le feu, mais ensuite il faut prendre garde pendant plusieurs années aux dégâts des eaux. Voilà. Si je peux ajouter un mot, ça nous préoccupe en assurance dommage, comme vous l'avez dit, mais la part des banques en assurance dommage, part de marché des banques est relativement faible. Ça nous inquiète encore beaucoup plus en assurance vie, où leur part est beaucoup plus importante. Comme sur les opérations de croissance externe, nous ne donnons jamais de nom spécifique. Votre troisième question portait sur l'Allemagne et, si j'ai bien compris, sur l'assurance vie en Allemagne. Donc, l'assurance dommage. Pardon, alors sur l'assurance dommage, le résultat opérationnel en Allemagne s'est élevé à 458 millions d'euros en progression d'à peu près 20% par rapport à l'année précédente. Le résultat net étant en baisse du fait de l'évolution des marchés financiers. Sur l'assurance vie, le résultat, sur l'assurance vie, où d'abord les volumes ont été stables en progression de 1%, le résultat est passé de 321 millions d'euros en résultat opérationnel à 106 millions d'euros. Il a été affecté là aussi par le sujet de la couverture des produits variable annuities, donc du produit Twin Star,
pour lequel on a eu aussi quelques difficultés dans le courant de l'exercice 2008. Et vous avez ça effectivement à la fois dans le communiqué de presse et dans le rapport de gestion. Oui, Angela Henriquez, Tribune de l'assurance. Je voulais revenir sur les variables annuities. Donc ça vous a coûté de la marge. Je voulais savoir, est-ce que vous allez augmenter vos prix ou revoir votre modèle sur ce type de contrat? Alors, les deux, c'est-à-dire que, en tout cas aux États-Unis, on a effectivement lancé un produit avec des garanties modifiées au mois de février au mois de novembre une première fois et une deuxième fois au mois de février de cette année. Mais l'élément le plus important consiste dans une modification des fonds sous-jacents, parce que ce qui nous a coûté le plus cher, c'était la volatilité et le risque de base. Le risque de base, ça veut dire que les fonds dans lesquels nos clients avaient investi avaient une performance qui était assez différente et plus mauvaise en moyenne que celle des indices. Donc nous avons rapproché les fonds de fonds indiciels en termes de fonctionnement, et donc on a très largement, pour plus des 2/3, éliminé le risque de base avec l'évolution des fonds qui s'est produite entre juillet-août 2008 et la fin de l'année. Donc on a très fortement réduit le risque d'avoir le même genre d'événement se produire en 2009. Mais on a aussi effectivement modifié les prix des produits en novembre et en février. Bonjour, Lionel Garnier, Le Revenu. Sur ce point, sur les variable annuities, la couverture que vous nous avez annoncée, du moins les provisions, elles concernent exclusivement le marché américain ou également les lancements qui ont pu être réalisés en Europe récemment. Est-ce que les hausses des prix de couverture sont durables selon vous et donc vont vous obliger à durablement modifier vos conditions d'offre? Deuxième question, sur les plus-values immobilières constatées hors bilan, elles augmentent. C'est une surprise, je ne vous cache pas. Par quel mécanisme vous vous retrouvez avec des plus-values en hausse, plus-values latentes en hausse? Et dernier point sur la couverture de vos portefeuilles actions. Il y a eu un amortisseur assez spectaculaire pour 2008. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de votre politique de couverture pour 2009? Merci. Bien, donc sur les variable annuities, encore une fois, ce qu'on a subi, c'est une très forte volatilité qui reste encore très forte au début de 2009 et qui justifie effectivement une légère augmentation du prix des couvertures. Et puis un risque de base qui s'est manifesté principalement aux États-Unis et un petit peu également en Allemagne. Donc sur le reste, je dirais hors États-Unis, hors Allemagne, le résultat sur les couvertures a été très légèrement négatif, mais ne justifie pas à lui seul des modifications de prix. Ce qui justifie une modification des prix, c'est la forte baisse des taux d'intérêt qui affecte la profitabilité de l'ensemble des produits d'assurance vie, bien au-delà du sujet des variable annuities. Le principe de ces produits n'est donc pas remis en cause. On a traité, je dirais, tous les problèmes auxquels on a été confrontés, sauf celui de la volatilité, parce qu'on pense que la volatilité ne va pas rester indéfiniment au niveau que nous constatons actuellement. Et donc, je pense on pense toujours que ces produits sont des bons produits pour les clients, qui sont des bons produits pour nous, et qu'on a largement traité les problèmes qu'on a pu constater en 2008, et que ces problèmes sont largement derrière nous, en dehors du sujet de la volatilité. Sur les plus-values immobilières, notre exposition immobilière, elle est principalement en France et en Suisse, et plus marginalement en Belgique, en Allemagne et aux États-Unis. On a constaté en fait une augmentation de nos plus-values latentes immobilières, principalement sur le marché suisse de mémoire, qui est un marché qui est resté très stable durant la période, et les plus-values latentes ont plutôt baissé dans les autres territoires. Et la politique de couverture sur 2009 ? Alors, quant au sujet différent des variable annuities, mais de la couverture de nos portefeuilles actions dans le fonds général,
Il nous reste des couvertures actions en local sur les sociétés d'assurance vie du groupe, qui sont les sociétés avec, je dirais, des fonds à participation bénéficiaire. Les couvertures groupes ont été pour l'essentiel dénouées parce que le point bas de ces couvertures, qui était un Eurostoxx à 2500, a été franchi à la baisse, et que l'augmentation de la volatilité rend ces couvertures non économiques. Et Henri de Castries vous a dit, notre exposition résiduelle par actionnaire n'est plus que de 7 milliards d'euros. Donc, vu le coût de ces couvertures et l'impact que ça peut avoir sur notre solvabilité, on a considéré que c'était cette fois-ci une prime d'assurance qui n'était pas nécessaire de prendre. Autre question? Oui. Oui, bonjour, Géraldine Vial, Les Échos. Votre indice de satisfaction client est positif, et je crois que c'était l'un des 2 critères pour la distribution d'actions gratuites avec l'évolution du résultat. Est-ce que vous pouvez dire du coup ce que vous avez décidé en la matière? On ne distribuera pas d'actions gratuites parce qu'il fallait que 2 critères soient remplis. Celui de résultat n'est pas rempli, et la satisfaction client, même si elle a augmenté très sensiblement, elle est juste en dessous de ce qu'on avait fixé comme objectif. Très très légèrement, mais juste en dessous. Donc on ne distribuera pas les 50 actions gratuites. En fait, on les remettra en jeu probablement sur les exercices qui viennent. D'accord. Et autre petite question plus technique, vous avez insisté sur le fait que votre ratio combiné était historiquement très bas. Est-ce que c'est en grande partie dû à enfin, je ne sais pas comment le dire, mais enfin des récupérations de provisions sur les années antérieures? Des reprises de provisions. Oui. Il y a des reprises de provisions sur les exercices antérieurs, mais si vous regardez d'ailleurs la présentation qu'on fera aux analystes, vous constaterez qu'on en fait de façon absolument régulière et qu'on est à une phase du cycle où il est parfaitement justifié de les voir augmenter un petit peu. Donc oui, il y a un aspect reprise de provisions sur exercices antérieurs, mais non, ça n'a rien de malsain. Parce qu'une des politiques du groupe est toujours de réserver de façon extrêmement conservatrice. Et il y a un moment où il faut bien que ces réserves sortent et transitent par le résultat. Et il y a un autre facteur qui est important dans la baisse du ratio combiné, c'est le fait qu'on avait subi des tempêtes et des inondations en 2007 et que 2008 a été une année relativement clémente en Europe et que notre ratio combiné en a bénéficié. Autre question? Oui. Sur les actions de préférence, la possibilité d'émettre des actions de préférence en cas de feu vert de vos actionnaires, y aura-t-il une clause de remboursement exerçable de votre part quand vous le déciderez? Oui, les actions de préférence qu'on émettrait, le cas échéant, seraient remboursables au pair, donc sans prime de remboursement. Elles seraient remboursables après 5 ans et avec l'accord de l'ACAM, donc l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, et à condition que notre ratio de solvabilité à ce moment-là soit supérieur à 100 après remboursement. Autre question? Oui, devant. Thomas Carla pour la GFI Hebdo, vous évoquez un plan d'économie touchant, je crois, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon de l'ordre de 200 millions d'euros, peut-être que je dis une bêtise. Est-ce qu'on peut avoir des détails de ce plan d'économie? Est-ce que ça implique des réductions aussi d'effectifs? Alors, il y a, comme toujours dans le groupe, des plans de productivité et de recherche d'économie, pas seulement dans les endroits que vous avez évoqués. Là, vous évoquez ce qui se passe sur les activités d'assurance vie, mais on cherche à augmenter la productivité du groupe. Un certain nombre de ces plans ont été accélérés, notamment dans les sociétés de gestion d'actifs, pour faire face au retournement de conjoncture. Ça peut conduire, selon les endroits, dans un certain nombre de cas, à des réductions d'effectifs, parfois par des départs volontaires, parfois par des plans un petit peu plus lourds. Aux États-Unis et au Japon, aux États-Unis et au Royaume-Uni, ça correspond à des plans qui ont déjà été annoncés. Autre question? Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions... Ah oui, dernière alors.
Est-ce que vous prenez aussi une assurance sur votre structure de coûts, donc vous préparez un plan pour la France, l'Allemagne et autres marchés dans le cas où tout bascule et c'est-à-dire 2009 serait absolument catastrophe? Les activités d'Europe continentale sont des activités qui ont des résultats satisfaisants, qui ont des perspectives qui sont des perspectives, encore une fois, malgré une conjoncture difficile, qui ont des perspectives qui sont raisonnables. Et les équipes sont en permanence à la recherche de gains de productivité, mais je crois qu'il n'est pas nécessaire en ce qui les concerne d'évoquer des scénarios catastrophes. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.